Allô? Le podcast d'aujourd'hui est une présentation de l'épicerie Boire Grand. L'épicerie implantée à Huntsic. C'est une épicerie de Huntsic. C'est une épicerie avec plein de bières, des saucisses, du vin. C'est une épicerie avec plein de bons produits. On est en pandémie. Au lieu de se faire à croire qu'on va pas boire comme des fous, buvons de la bonne bière. Tant qu'à te saouler dans ton salon, devant un meeting Zoom ou avec ta blonde ou un ami, fais-le avec de la bonne bière. Il y a des excellentes bières de microbrasserie. En tant qu'à boire, encourage l'économie locale, bois de la bonne bière et bois pas de la Molson qui te donne mal à la tête. Pourquoi boire de la Molson qui te donne mal à la tête quand il y a des super bonnes bières qui sont sur le marché et tu peux les retrouver au Boire Grand? Yeah! Aujourd'hui, mon invité, c'est Louis T. Louis T qui, malheureusement, me ressemble beaucoup. Je sais que j'aimerais vraiment ressembler à Guillaume Wagner, mais je ressemble beaucoup plus à Louis T. Louis T, c'est un humoriste que j'admire. C'est un humoriste que je trouve extrêmement drôle, pertinent. C'est grâce à lui, j'ai commencé à écrire autant de blagues sur Twitter et Facebook. Parce que je voyais Louis T le faire. Et je me suis dit, moi aussi, j'ai un gros nez et des lunettes carrées. Je peux être capable. Je n'étais pas aussi drôle que Louis T. Je suis toujours pas aussi drôle que Louis T. J'ai un style très différent. Louis T fait pas autant de blagues de masturbation que moi. Ce qui est très dommage. Ce qui est très dommage, parce qu'une blague de Louis T sur la masturbation, j'en prendrais à tous les jours. Mais tout ça pour dire que je suis heureux de m'entretenir avec lui. C'est un gars, je dirais pas que c'est un gars qui a une grande influence sur ma carrière. Il m'a beaucoup aidé. C'est grâce à lui si j'ai écrit sur la série Med. Il m'a recommandé. C'est un gars qui a toujours été là pour moi quand j'ai des conseils, quand j'ai besoin de conseils, soit techniques, des conseils sur ma carrière. Il est tout le temps là. C'est un gars qui a toujours été à l'écoute. Alors, j'y dois beaucoup. Je dois beaucoup à Louis T. Et il a eu la gentillesse de venir à mon podcast. Et c'est un épisode pas pire. J'aime l'épisode. J'adore l'épisode avec Louis. Alors, je me tais. Et je laisse toute la place à Louis T. Salut Louis T. Yeah! Hello. Ouais, commençons abruptement. Ouais. T'es né où et en quelle année? Je suis né où? Je suis né à Jonquière en 82. Wow. C'est un petit gars du Saguenay. OK, c'est comment le Saguenay quand t'es tout petit? C'est super cool. C'est super cool le Saguenay quand t'es tout petit. C'est moins cool de 15 ans à 30 ans. Puis après ça redevient cool à un autre moment. Je pense que c'est un peu ça pour tout le monde en région. Moi, je me suis jamais considéré comme un Saguenayen, moi, parce que je sais pas, j'ai pas vraiment d'accent, puis tu tripes pas de tant que ça motoneige. Non, exactement. J'ai jamais eu de 4 roues, jamais eu de motoneige, j'ai jamais vraiment trippé nature. Fait que moi, quand je suis arrivé à Montréal à 22 ans, là, c'était évident que j'étais un Montréalais, puis je suis devenu un ultra Montréalais. Et là, j'ai 38 ans, puis je commence à redevenir Saguenayen, ou du moins, je commence à redevenir région ou banlieue. J'ai déménagé depuis 2 ans en banlieue, puis là, je commence à faire des travaux manuels chez nous. Je commence à travailler sur mon terrain. Je me suis bâti quelques petites affaires, puis je fais de l'aménagement paysager. Fait que ça me comme... j'aime plus tant que ça Montréal. Je suis en train de redevenir un gars de région, tranquillement. Ta jeunesse, ça ressemblait à quoi? C'était quoi tes passions, petit? C'est drôle parce qu'on est là-dedans avec mon fils aussi, qu'il y a 5 ans. Mon fils est bien suiveux. Quand on lui demande qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie, il dit la même chose que Mathéus. Mathéus, c'est son meilleur ami, puis il veut aller habiter avec Mathéus quand il va être plus tard. Plus tard, il l'a dit, là, on va habiter ensemble, puis je vais faire le même métier que lui. Moi, j'étais vraiment un suiveux. Mes passions, quand j'étais jeune, c'était la passion de mon ami du moment. OK! Ouais. Moi, j'ai trippé sa Deuxième Guerre mondiale quand j'ai eu un ami qui trippait sa Deuxième Guerre mondiale, sur les blocs Lego de pirates quand c'était un ami qui trippait ses pirates. Je me suis tenu avec un pauvre à un moment donné. J'ai eu un bon ami qui était pauvre. Puis j'essayais de m'habiller comme lui je brisais de certains de mes vêtements parce que je ne venais pas d'une famille pauvre. Fait que je voulais avoir l'air de lui. Fait que j'étais vraiment dans le mimétisme quand j'étais jeune, très suiveux. Hein? C'est extraordinaire. Ouais. En plus, t'en es détaché de ça parce que t'es zéro suiveux dans ton humour. Non, c'est ça. Je pense que j'ai arrêté d'être suiveux vers... Après le pauvre. Quand je suis parti... quand je suis parti vers Montréal, à 22 ans. Avant ça, j'étais vraiment dans le mimétisme des gens autour de moi. Je me cherchais beaucoup. Je me suis cherché vraiment longtemps. Même quand j'étais jeune, finalement. Mais après ça, je me suis comme
Pas trouvé, mais j'ai arrêté de me chercher. Qu'est-ce qui t'a fait te déplacer à Montréal? C'est l'école de l'humour. Moi, j'ai quitté la région pour venir à l'école de l'humour. OK, revenons un peu en arrière. T'as commencé... qu'est-ce que t'écoutais comme humour quand t'étais petit? J'écoutais... Tu sais, moi, j'écoute beaucoup de... en fait, j'entends beaucoup de gens à Montréal ou dans la région, dans la grande région de Montréal, beaucoup plus de gens bilingues qui ont eu des influences américaines quand ils étaient jeunes, des sitcoms américains. Toi, c'est peut-être ton cas aussi. C'est exactement ça. Ouais. Mais en région, moi, je connaissais pas vraiment ça. Fait que moi, c'est vraiment les gars-là juste pour rire à la télé. Là, je fais partie de cette génération. À l'époque, c'était bon. À l'époque où on savait pas à quel point il y avait du montage puis qu'il était un peu manipulateur, mais raisonnable. C'était plus réussi. Dans les années 90, début 2000, c'était plus réussi. Je pense pas que c'était plus réussi. Je pense juste qu'on n'avait pas accès au... Moi, là, je suis tombé sur des chaînes YouTube là, où ils montrent ce qu'on pouvait louer sur Indigo, mettons, à l'époque, c'est-à-dire le gala en vrai, là, avant qu'il soit monté. Là. Puis tu réalises là, qu'il y a des créatures médiatiques. Là. Il y a vraiment des humoristes ou des numéros dits légendaires qui ne l'étaient pas dans la salle nécessairement, mais c'est correct. C'est comme une vision artistique de la chose. Ils l'ont monté, ils ont jeté des rires, puis ils nous l'ont remonté en répétition, en rediffusion pendant 3-4 ans, toujours dans le best-of de l'année. Fait que c'est devenu légendaire, mais pour de vrai, ça ne l'était pas nécessairement. Sauf que, fait que moi, j'ai été élevé à ce mensonge-là. Moi, c'est ce mensonge-là qui m'a élevé humoristiquement parlant. C'est 5 minutes qui étaient genre un 12-13 minutes plate au Saint-Denis, mais qu'en 5 minutes avec des rires, c'était incroyable. Ouais, puis bien monté, puis à chaque 6 plans, il y a une madame qui pleure. Ouais, la même madame qu'on a vue dans plusieurs années, plusieurs galas différents, là, mais oui. Ben, c'est drôle, j'écoutais, c'est Mike qui disait ça dans son podcast il n'y a pas très longtemps, qui disait que Simon et Henri, tu sais, leurs deux personnages qui sont un peu des gens avec santé mentale, très, très weird, là. Il dit les 3-4 premières années, il dit ça dans sous-écoute, les 3-4 premières années, ça marchait pas dans les gars-là. Le monde comprenait pas, ça riait pas, mais à la télé, c'était tout le temps bien monté avec plein de rires, fait que ça avait l'air d'un succès. Puis, à force de le montrer à la télé comme étant un succès, ben ça a fini par convaincre les gens que c'était drôle. Puis là, après ça, ils se sont mis à rire dans la salle. Fait qu'au 4e, 5e année, on avait des standings, c'était super drôle. Mais pas avant. Je sais pas si c'est un processus correct d'éducation de la population, mais il y a de la manipulation là-dedans. T'sais. Ben j'y crois. Ben, il y a aussi le temps. Le meilleur exemple, c'est Seinfeld. Ça a pris plusieurs saisons avant que ça explose. Je trouve ça beau, donner du temps à un truc qu'on... Comme les Denis. Bien sûr, comme les Denis. Les Denis, tu sais, l'histoire est connue de tout le monde que ça a été vraiment ils se sont fait huer à leur premier gala. Il y a des gens qui croyaient en eux. Puis c'est normal que le milieu soit en avance sur le public. Fait que des fois, le milieu, il faut pas en abuser de ça, mais des fois, le milieu se positionne un peu plus au-dessus du public, puis dit non, vous allez on va vous les présenter, vous allez vous attacher à ça, puis vous allez finir par aimer ça. Sauf que des fois, ils se trompent, le milieu. Des fois, ils essaient de nous rentrer de quoi pendant une couple d'années. Il y a une couple d'humoristes des années 90-2000 que ça fait comme non. Le milieu a essayé, là, mais ça n'a pas marché. On ne les nommera pas parce qu'aujourd'hui, ils ont une franchise de Subway. C'est vrai, ça? Je dis un vrai nom, OK. Je ne sais pas de quoi. Ce serait quand même cool, là. Non, zéro cool. Hey, c'est zéro cool. Si, là, tu me retournes en arrière de 15 ans, là, avant de rentrer à l'école de l'humour, puis tu me dis, veux-tu être humoriste ou plusieurs concessions de Subway? Je choisis concession Subway, honnêtement. C'est crissement moins de trouble. Je pense que c'est pas de trouble avoir un Subway. T'as des hold-up, t'as des employés qui se présentent pas. Ouais. T'as des gros paiements. Non. Surtout maintenant, parce que tu sais, t'en fais de la tournée aussi, t'as fait de les régions. On a vu comment, tu sais, l'espèce de pénurie de main-d'œuvre, ça a frappé fort dans l'industrie du fast-food, ça n'a aucun bon sens. La qualité du service dans le fast-food. Quand j'étais jeune, en région, au Saguenay, là, travailler au McDo, là, t'étais crissement chanceux. Tu sais, c'était une job qui était... Ceux qui travaillaient là, ils travaillaient au salaire minimum, mais il y avait une bonne job, des bonnes conditions, puis on était jaloux de ceux qui travaillaient au McDo. Là. Je te ramène, mettons, en 95. Ouais, c'est une sorte de... À l'époque, c'est un peu comme la visibilité. Ça va être bon sur ton CV. Tu travailles chez McDo, tes prochains employeurs. Oui, puis il y avait une flexibilité dans les horaires, puis il n'y avait pas tant de jobs au salaire minimum. Des fois, tu avais 17, 18, 19 ans, puis tu n'avais encore jamais réussi à te trouver une job, là, en région du moins. Mais maintenant... Les gens ont le luxe, puis c'est peut-être correct aussi, là, mais les gens ont le luxe de... Tu sais, ils manquent de main-d'œuvre. Fait que tu le vois dans la face du gars qui te sert au McDo en ce moment, qui fait comme... M'en calisse,
Dans le sens, j'aime pas ça, puis ça va paraître dans ma face. Je te donne ton burger froid, puis si jamais ils me mettent dehors, il y a 12 autres restaurants qui veulent m'engager ailleurs. Aux mêmes conditions. Ouais. Fait que c'est vraiment le service des fast-food est vraiment rendu à chier. Comment tu t'es dit, je veux devenir humoriste, je suis capable? Je suis en dépression. OK. Ouais, moi, j'étais en dépression à l'âge. Je pense que de 17 à 22 ans, j'étais en dépression. Une longue et tranquille dépression de 5 ans. Puis à un moment donné, j'étais à l'université. Hein? Ils font mal, ceux-là. Ouais, ben après coup, sur le coup, tu t'en rends pas tant compte. C'était pas diagnostiqué, puis j'en étais pas tant conscient. Mais j'étais à l'université, puis je me suis dit, non, c'est vraiment, ça marche pas. Là. Faut que j'essaie d'autres choses. Fait que j'ai décidé de déménager à Montréal pour faire de l'humour parce que j'étais comme pas heureux. Puis je me dis, peut-être que je vais être heureux comme ça. Fait que c'est vraiment ça qui m'a dit, je vais aller essayer d'être humoriste à Montréal. Parce que j'haïssais trop ma vie au Saguenay. Wow! Et ta vie ressemblait à quoi? Ma vie ressemblait au Saguenay à cette époque-là. Je travaillais dans un bar, puis j'étais inscrit à l'université, mais j'y allais pas souvent à l'université. Comme Simon. Simon Gouache. Ouais, Gouache aussi. Ben oui, on a cliqué ensemble. On a un parcours qui peut se ressembler de ce côté-là. Puis je buvais beaucoup d'alcool. Comme Simon Gouache. Ouais. Moi, je vivais dans un demi-sous-sol, je mangeais de la pizza, j'allais travailler, puis je buvais de l'alcool. C'est les 3 seules choses que je faisais. Puis j'allais sur Internet, jouer à Counter-Strike. Puis j'avais découvert que j'avais le câble. Parce que je pensais que j'avais pas le câble. Puis là, il y a quelqu'un qui m'avait dit « Branche-le! » Des fois, le monde, avant, ils l'ont pas déconnecté. Ou Vidéotron, ils viennent pas le déconnecter quand le locataire il s'en va. Puis je l'ai branché, puis j'avais le câble. Gratis. Fait que honnêtement, à la fois que c'était pas soutenable comme train de vie puis que j'étais malheureux, j'étais quand même... C'était cool. C'est des bons souvenirs. Ma dépression, c'est des bons souvenirs. C'est quand même une bonne période de ma vie, ma dépression. Des fois, je m'ennuie de ma dépression. Parce qu'elle était cool. Je comprends exactement c'est ce là que j'avais... Tout ce que j'avais comme ustensile chez nous, c'était une assiette, puis un couteau, puis une fourchette. J'avais juste ça comme ustensile parce que je voyais pas l'intérêt d'en avoir plusieurs. Je n'invitais pas de monde. Puis je mangeais toujours de la pizza. Il y avait une pizzeria à côté de moi, puis j'accumulais. Je m'étais donné comme défi d'accumuler les boîtes de carton. Puis tout un mur entier de mon appartement, c'était des boîtes de carton de pizza que j'avais mangées. J'imagine que les femmes dans ta vie, il n'y en avait pas beaucoup? Non. Hey, j'allais dire, non, il n'y en avait pas. Le pire, c'est que c'est un 4,5. J'habitais dans un 4,5, mais je voulais pas chauffer les 2 autres pièces l'hiver. Fait que je les avais condamnés, puis j'avais amené mon lit dans le salon. Fait que je dormais dans le salon, devant la télé, puis l'ordi. Pour sauver de l'argent. Pour sauver de l'argent. Parce que j'avais pas besoin de chauffer les 2 autres pièces, je les avais fermé le chauffage. Ah! Et ça, tu savais qu'il n'y a pas... T'agis comme ça quand tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont rentrer. Non, c'était assez dégueulasse. Mais j'ai amené étrangement plusieurs filles. Là. Et félicitations! Hein? Des fois, c'est surprenant comment être malheureux peut attirer des filles. Il y a une clientèle cible à ça. Hein? Il y a une hypothèse à ça. C'est quoi? C'est que quand t'es malheureux, ils veulent te sauver. C'est... Ouais. Pas juste te sauver. Ça fonctionne gars et filles. Hein. C'est aussi le... Pour de vrai? Tu penses qu'une fille qui habiterait dans un demi-sous-sol en ayant condamné deux chambres, elle attirerait des gars qui veulent la sauver? Moi, dans ma vingtaine. Bien sûr. Sauver ou en abuser? Non. C'est exploiter le malheur? Non, je pense pas que c'est de l'abus. Je crois que c'est... Je vois le diamant brut. OK. Je vois le diamant. Ah ouais. Personne voit à quel point ça scintille. Moi, je le vois. Mais c'est juste pas sain quand même pour bâtir une relation. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui veulent aider une personne qui va pas bien. Mm-hmm. T'es mieux de devenir travailleur social que de coucher avec des gens. Non, deviens pas travailleur social parce que là, faut vraiment. Il y a des gens qui ont vraiment besoin de toi, qui demandent de l'aide, puis tu les aides pas. Tu fais juste, dans le fond, j'ai juste un problème sexuel que je peux régler moi-même. Fait que c'est pas l'idée du siècle. Il y a aussi, quand t'as pas une super estime de toi, c'est le fun d'avoir couché avec des gens qui ont un environnement. Ah oui, je mérite ça. Je mérite quelqu'un qui n'a pas de lumière chez eux. Ben oui. Ah, OK. Eux. La personne. Quand tu veux dire, là, tu te mets dans la peau de la personne qui va. Qui vient dans mon sous-sol. Ouais, je mérite ça. Je mérite quelqu'un qui va pas bien. Moi non plus, t'es une punition. T'es une punition. Ouais. T'es une sorte de. J'étais comme leur ami pauvre que moi j'avais à 7 ans. Là, j'étais leur amant pauvre. Ah, c'est extraordinaire. Question un peu. Comment dans cette période-là, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit, je vais aller vers l'humour parce que
plus tu avances en humour, c'est plus logique là, entre la dépression et le rire. Mais comment tu t'es dit, je vais pas bien, mais je vais faire rire les autres? Comment... Ouais, ça, c'était intéressant. Je l'ai intellectualisé par la suite. Sur le moment, je l'ai pas compris. Je l'ai compris très longtemps plus tard, je pense. J'ai toujours été fasciné par l'humour. J'ai toujours eu envie de faire rire les gens. Longtemps, j'ai fait rire les gens, mettons, dans mon adolescence, début vingtaine, sans que les gens soient conscients que je le faisais exprès, tu sais. Dans le sens que, tu sais... Mais c'est bien fait, sur scène aussi, c'est l'objectif. Ben oui, puis tu sais, il y a des gens, quand j'ai dit « Ah, je vais aller devenir humoriste », ils font comme « T'es drôle », mais je faisais toujours rire le monde, mais à mon dépens. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était voulu de ma part de les faire rire, mais eux pensaient pas que c'était voulu, tu sais. Mais avec le recul, je pense que ce qui m'a toujours fasciné de l'humour, c'est le contact humain que les humoristes pouvaient avoir avec les gens sur scène. Comment les humoristes arrivaient à connecter avec les gens. Puis moi, j'ai toujours été conscient que je connectais pas avec les gens. Fait que c'était une grosse lacune que j'avais dans la vie, dans le sens que je connecte zéro avec les gens. C'est une grosse difficulté. Après ça, j'ai eu mon diagnostic d'autisme, fait que ça a expliqué bien des affaires. Mais je pense que c'est ça qui m'a attiré vers l'humour, cette espèce de défi. Tu sais, je voyais des gens réussir à faire ce que moi, je réussissais pas du tout. Fait que je me suis dit, je vais essayer de le faire. Fait que c'est vraiment un défi. Puis c'est pour ça, d'ailleurs, que je pense que j'ai été mauvais longtemps. Parce que c'était pas naturel pour moi d'aller faire ça, tu sais. C'était vraiment un gros défi parce que j'avais pas ce contact-là avec les humains naturellement chez moi, tu sais. Parlons-en, ça m'intéresse. Tu as eu plusieurs avant d'être Louis T, avoir confiance, avoir confiance dans tes moyens, savoir ce que tu veux exprimer. Il y a eu plusieurs essais-erreurs. Ouais. C'était comment ton début en stand-up au Saint-Simon? C'était comment tes débuts en stand-up? Mettons, à partir de l'école et un peu après. Tu sais, à l'école de l'humour, je me souviens, il y a des numéros. J'avais écrit des numéros sur George Bush, sur la fin du monde. J'essayais déjà d'être engagé. Moi, je voulais être engagé à l'école de l'humour. C'était pour ça que j'étais là, tu sais. Mais j'avais moins 1000 charisme. Tu sais, aujourd'hui, j'étais à moins 100. Mais j'avais moins 1000 charisme à l'époque. J'avais aucun skill. J'avais des blackouts sur scène. Moi, je savais même pas ce qui se passait. Quand je sortais de scène, je me souvenais même plus ce qui s'était passé. À cause de la nervosité, à cause du manque de... Tu sais, c'était comme... À cause que c'est difficile de mourir sur une scène. Mon cerveau, moi, il déconnectait, il sortait de mon corps, il allait ailleurs, puis je faisais un peu comme quand t'as un choc physique, là. Exemple, là, je me suis fait frapper tellement fort que mon corps... Ouais. Tu vivais ça sur scène. Chaque fois que je montais sur scène. Tu sais, je dirais que les 3-4 premières années d'humour, je savais jamais ce qui se passait sur scène. J'avais pas le contrôle de rien. Fait que c'est sûr que ça aidait pas à créer un contact avec les gens. Tu n'étais même pas en contact avec toi-même. Pas du tout. J'étais pas grandé du tout. Je me connaissais pas. C'était difficile de donner une clé aux gens pour me comprendre si moi, je me comprenais pas non plus. Mais c'est ce qui fait que les premières années, pour survivre dans ce milieu-là, j'étais allé vers les gags qui faisaient rire le monde. Fait que des gags plus simples, plus vulgaires, plus sexuels, plus relations hommes-femmes. Mes premières années de bar ont été le cliché qu'on peut se faire de la plupart. Mais on commence. Quand tu commences, tu commences. Tu veux faire rire. Faut que tu fasses rire. Tu veux être réinvité à une place, faut que tu fasses rire. Fait que j'ai accumulé beaucoup de jokes de sexe, beaucoup de jokes vulgaires, beaucoup de choses qui se disent pas, mettons. Fait que mes premières années étaient pas claires dans ce que je voulais faire. Puis je pense que tout le monde autour de moi le savait. Visiblement, le voyait bien que c'était pas clair ce que je faisais. Qu'est-ce que fait en sorte que t'as pas abandonné? Parce que non, quelqu'un vit ça, tu peux comprendre que, il y a des syncopes sur scène. Hey. Arrête d'être sur scène. Un moment donné, Bellefeuille, quand ça commençait à bien aller mes affaires, Bellefeuille, qui est un bon ami à moi, me dit, longtemps, je me suis demandé pourquoi t'arrêtais pas. Tu sais, c'est ça. Tu sais, quand tu commences à être bon à quelque chose, puis tout le monde, après ça, sont soulagés de pouvoir te dire, c'est qu'on te trouvait mauvais. T'étais vraiment mauvais. Au début, François, c'était pas super facile. Non, mais il y avait déjà plus de skills que moi. Je comprends. Je pense que j'ai continué, puis ça doit être le processus un peu de la plupart des artistes où tout le monde passe un peu à différents degrés de ça, mais parce que t'es un peu dans un flou, dans ta période. Tu sais, t'habites dans un petit appartement, t'as pas besoin de beaucoup de sous, tu tripes pareil, t'as des beaux petits highlights de petites soirées, tu sais. La bohème. C'est vraiment la bohème. Tu vis, t'as des beaux rapports sexuels, t'as des amis, de temps en temps, tu performes. Allons-y. C'est suffisant. Tu sais, t'as pas probablement que si j'avais eu une maison ou des enfants déjà à cette époque-là, tu sais, ça aurait été... Aujourd'hui, tu revis ça, non, je pourrais ça dure 2 semaines, tu fais non. J'ose même pas...
risquer un podcast maintenant, tellement tu veux pas, tu fais bien attention, tu sais. Après ça, on s'embourgeoise rapidement dans ce milieu-là, tu sais. Mais je pense qu'à cette époque-là, j'ai continué parce que c'était suffisant. Ce que ça me nourrissait, c'est suffisant. Puis j'ai une Christie de grosse confiance. J'ai beaucoup trop confiance en moi, honnêtement. C'en est un problème. J'ai beaucoup trop confiance en moi, là. J'ai un ego, puis j'ai confiance en moi de manière... Moi, je pense vraiment que quand les gens comprennent pas, c'est parce qu'ils sont idiots, puis que moi, j'ai raison. T'sais. Mais ça, c'est un problème. Je travaille avec mon psy là-dessus. Fait que je me disais, chaque année, je suis un petit peu meilleur, je vais y arriver. Tu sais, je vais y arriver. C'est une excellente idéologie. C'est vrai que chaque année, je suis un petit peu meilleur. Pas beaucoup, mais un petit peu. Mais c'est une excellente idéologie, ça. Ouais. C'est dans ceux qui nous écoutent dans n'importe quoi. C'était n'importe quoi. C'est génial comme réflexion. Tu vois, tu me montes un peu, ça va peut-être être plus long que d'autres. Il y a des gens qui, en 3 ans, ils deviennent super bons. Toi, tu dis, ça va prendre 10 ans, mais je m'améliore chaque année. Et tu peux avoir ce qu'on appelle un coup d'éclat. Ça peut arriver, qui apparaît n'importe où. Un coup d'éclat, tu sais pas. Tu sais pas ça va être quoi qui peut... tu sais, ils disent, faut être prêt quand le train va passer, tu sais. Fait qu'il faut que tu te tiennes sur le bord de la traque, puis tu sois prêt à monter dedans quand il va passer. Fait que tu t'entraînes pour être prêt quand le train va passer. Mais c'est ça, j'étais motivé parce que j'étais assez confiant en me disant... Mais j'étais conscient de pas être bon aussi, là. Tu sais, c'était pas... c'est pire ou c'est mieux, ça? Parce que des fois... Faut pas être conscient... J'étais conscient de pas être bon, mais j'étais pas conscient d'être mauvais. Parce qu'il faut quand même protéger un peu son amour. Mais j'étais conscient de pas être bon. Tu sais, je voyais des gens, je fais comme, eux sont bons, moi je suis pas encore bon. Et comment tu vivais ça? Est-ce que comme moi, dans ma vingtaine, tu disais, ben je vais boire beaucoup et parler dans d'autres tout le monde? Ou tu t'es dit, ben il faut juste que je travaille plus fort? Je suis pas quelqu'un qui aime travailler fort. Fait que je me suis dit, le temps va faire les choses. Tu sais, il y a des gens que le 10 000 heures, tu vas devenir bon quand tu as 10 000 heures de pratiquer ton métier. Tu peux aussi juste attendre 10 000 heures. Attendre 10 000 heures en pensant à ton métier. Mais c'est pas faux! C'est pas faux. Et comment t'es devenu... comment t'es devenu Louis T? Parce que... c'est un nom de scène. Comment t'as trouvé ton nom de scène et tu t'es mis à porter des sous sur scène? Comment c'est arrivé, ça? Ben, le nom de scène, c'était juste parce que Tremblay, il y en avait beaucoup. Tu sais, quand je suis rentré à l'école de l'humour, on se remet en 2005-2007, des Tremblay, j'avais l'impression que c'était tellement commun que personne ne va jamais se souvenir de Louis Tremblay. Tu sais, c'est pas un nom qui marque. Fait que Louis T. Spontanément, comme ça, à l'école de l'humour, j'ai commencé à me faire appeler Louis T. Puis ça a stické. Tu sais, fait que c'est pas plus compliqué que ça. Puis il n'y avait pas une grosse réflexion derrière ça. Et pour le complet, c'est peut-être en 2009, mettons, là, 2 ans après être sorti de l'école de l'humour, à force de me faire répéter par les gens, genre, c'est pas clair ta proposition, tu sais. En plus que j'avais les cheveux longs, j'avais une longue barbe, j'avais des t-shirts métal. T'étais extraordinaire. Ouais, j'étais flou. J'étais flou en crise comme personne. Fait que là, le monde comprenait pas le gars qui arrive là, qui tient des propos des fois engagés. Puis là, c'était pas clair. Fait que je dis, je vais y aller all-in dans... Si j'arrive en complet... Les gens vont comprendre, ça va me donner une crédibilité, puis les gens vont comprendre pourquoi je parle de ça. T'sais. Fait que c'est vraiment, la démarche était... C'était pour toi ou c'était pour eux? C'était pour eux. OK. Ben, c'était pour eux, puis pour moi, peut-être aussi clarifier mon personnage de scène pour moi, mais c'était pour donner une clé aux gens. Je sais pas si c'est à l'aise, je sais pas si t'es d'accord avec ça, plutôt. Des fois, se faire à croire ce que le public pense de soi, ça aide. Ouais, fake it till you make it, ou genre... Ils doivent passer ça, je suis en soude. Déjà, on y pense plus, alors on rentre dans le matériel. Ouais, ben il y a ça, tu sais, qu'on dit donner une clé au public, c'est que si le public peut pas passer 5-6 minutes à se questionner sur t'es qui, t'es quoi, pourquoi tu fais ça, sinon ils embarqueront jamais dans ton humour. Fait que t'es presque mieux de grossir les traits, d'arriver super clair, en 30 secondes ils ont compris, puis plus tard dans ta carrière tu nuanceras les choses, puis pour les mêmes raisons que, mettons, dans mon 2e one-man show, je porte pas de complet, parce que je l'ai internalisé, ce personnage-là. J'ai plus besoin de le projeter. J'ai plus besoin de faire à croire aux gens que je suis le petit gars propre. Le monde font comme... C'est assez clair. Ta proposition est assez claire dans ta tête que tu n'as plus besoin de nous la crisser dans la face, en gros. Tu n'as plus besoin de la caricature. Fait que je peux vraiment... Puis moi, je suis bien content parce que c'est chaud un complet. Puis des fois, c'est... Puis tu sais... Mais t'es zéro un gars qui porte des complets. Ouais. Si on te connaît, si on passe à toi, on passe du temps... Ton 20 minutes avec toi. Toujours bien en mou. Tout le temps. Tout le temps bien en mou. En jogging, je passe ma vie en jogging. C'est un personnage. Mais j'aime aussi porter des complets à des occasions, là. Mais sauf que... Puis
suis assez rigide aussi, tu sais. L'espèce de dichotomie d'arriver en rodage dans les bars en complet ou pas en complet. Tu sais, ça fitait plus un moment donné. Fait que c'est pour ça que je l'ai abandonné, là, il y a peut-être... c'est à partir de 2015, 2016, j'ai arrêté de le porter en dehors de mon one-man show. Puis là, je le porte plus. Let's go! Ouais. Est-ce que la première fois... C'était comment la première fois que tu as fait un show d'1 heure sans complet? C'est encore important, le look, dans le sens que je réalise qu'il y a encore... Un moment donné, j'avais un look un peu plus preppy. J'étais un peu plus preppy. J'avais pas un complet, mais un peu plus relax. J'aurais jamais associé preppy à toi, mais c'est correct. Mais je me suis cherché... Puis je voyais bien qu'il y avait des réactions différentes parce que je peux être snob, je peux avoir l'air hautain aussi. Fait qu'il y a des affaires, je dois faire attention. Mais je dirais que la première fois que j'ai fait un spectacle d'1 heure, pas en complet, ça a surtout été Christy que c'est confortable. Tu sais, c'est le fun d'être habillé confortable. T'as pas eu un... C'était différent, mon Dieu, gros. Ben, dans la façon de bouger, oui. Fait qu'il a fallu que je me réhabitue parce que, tu sais, ça amène une rigidité, un complet. Puis ça amène aussi, tu tiens le droit dos. Une raison pourquoi les hommes en complet sont jolis, ils sont plus beaux, c'est déjà... La posture, et l'effet triangle. La poitrine sort et... Oui, il y a ça. Fait que, c'est nono, là, mais tu réapprends à bouger. Ah, ben bouger dans une linge non, pareil que pour une performance scénique, c'est gigantesque. Tu sais, je sais pas, t'as Seinfeld, tu le mentionnais tantôt, ou t'as John Maloney aussi qui porte des complets. Puis dans leur posture, là, dans une grande salle, c'est la façon de tenir le micro, la façon que le bras se tient, il y a une prestance là-dedans. Fait qu'il faut que tu réapprennes à bouger quand t'as pas ça. T'as raison. Génial. Tu devrais porter 2 complets. Pour aider ta posture, là. À une époque, des fois à l'école de l'humour, des fois à l'école de l'humour et dans la vie, j'avais des mois où je portais des complets. Ben, je me disais, c'est ma vibe, ça va... Ouais. Ah ouais, mais t'en es un qui s'est cherché, oui. Je pense que j'ai changé de métier 3 fois depuis que je fais ça. Ouais, puis je veux dire, quand tu t'es mis à assumer un peu plus ton weirdness plutôt qu'à l'exposer, ou tu sais, quand on dit internaliser, un moment donné, moi je pense que tu over-pitchais certaines choses de ta personnalité dans les premières années pour faire ta place, pour te définir, pour même te confirmer à toi-même t'étais qui, là, tu sais. Puis un moment donné, c'est beaucoup plus intéressant quand il y a des nuances, quand on dîme nos affaires. Tu sais... Le sous-texte, quand c'est en sous-texte. Ouais, c'est plus le fun. Dès que t'apprends à écrire un scénario, une histoire, le plus important, c'est le sous-texte. Mais c'est pour ça que l'école de l'humour, quand tu y retournes, puis que ça fait une couple d'années que t'es sorti, puis t'arrives dans une classe, puis tu vois les étudiants, là, puis tu vois comment chacun s'est créé son personnage, puis qu'il le projette, puis qu'il a le goût que tu le saches, son personnage. Tu fais comme... Comme arrivé au secondaire, tu fais comme... moi, je trouve ça mignon. Ben oui, ça. Mignon, ou... J'étais là, tu sais, viens pas me... J'embarquerai pas dans ton jeu, mais je le comprends. Je mépriserai pas ça, mais tu sais, quelqu'un là, qui... Tu les vois sortir de l'école, puis là, ils vont dans un bar, puis ils font leur affaire. Tu fais comme... Moi, je trouve ça beau. Je trouve ça beau, c'est pur. Je trouve ça super beau. Ben oui, il y a de quoi... C'est rare que je fais... Non, mais j'embarque pas là. Moi, j'embarque pas là-dedans. Je trouve pas nécessairement ça cute, mais je comprends pourquoi. Sauf que quand tu viens... Tu sais, si tu viens m'aborder puis tu me joues ton personnage de faux confiant pour essayer d'avoir... Je fais comme... J'embarquerai pas dans ton jeu, par contre. Ça m'intéresse pas, là. Oui, c'est vrai. Des fois, t'as des gens qui veulent des conseils de toi. Comment tu gères ça? Il y a beaucoup plus de gens qui veulent pas de conseils de moi puis je leur en donne. OK, génial. C'est bien plus ça qui se passe dans ma vie. Il y a pas assez de gens qui veulent de conseils de moi, honnêtement. C'est un des gros problèmes de ma vie. Moi, ce que je trouve génial chez toi, c'est que j'ai toujours dit, tu peux dire ce que tu veux de n'importe qui, parce qu'on peut dire n'importe quoi. Moi, je suis super ouvert. C'est l'énergie. Généralement, ça vient juste d'un bar. Ouais. Toi, ça vient... Je trouve ça génial. Non, moi, tu te permets à parler là, je vais faire des blagues sur tes amis très, très, très fortes, puis répondre avec la même force. Ben, tu sais, disons, on disait Simon Gouache puis Bellefeuille, tu sais, qui sont mes 2 bons amis de l'école de l'humour. On a développé une honnêteté puis une authenticité entre nous 3. Qui fait progresser tellement avec rapidement. Christine Lachance aussi, qui est la metteur en scène de bien des humoristes, c'est très cru, là. C'est très cru comment on se parle par rapport à notre art, par rapport à nos modes de vie. Puis des fois, c'est sûr que ça nous a joué des tours à tous les 3 qu'une autre personne arrive puis que tu sois aussi cru. Puis ça, je le comprends maintenant, là, dans le sens que longtemps, là, ça me fâchait de...
tu peux pas dire la vérité aux gens parce qu'ils sont choqués. Tout. Puis après ça, je le comprends maintenant. Tu sais, je me suis calmé beaucoup là-dessus, mais ça m'a mis dans le trouble à l'occasion de dire des choses à des humoristes beaucoup plus établis que moi. As-tu, s'il te plaît, des exemples? Que j'avais raison pour de vrai. J'en doute pas. As-tu des exemples d'un moment donné où tu t'es présenté à quelqu'un et tu as dit, ouais, telle affaire? Non, mais je me souviens d'un show à Hall. Je me souviens pas de tous les humoristes qu'il y avait sur scène. Je sais qu'il y avait Phil Laprise, il y en avait quelques autres. Puis après chaque numéro, j'ai donné des conseils à chaque personne. Puis moi, je suis monté sur scène, je me suis planté, puis je suis revenu, puis j'ai continué à donner des conseils aux autres humoristes. Puis je sais après coup que ça parlait dans mon dos, puis le monde fait comme, il se prend pour qui? Il est même pas capable de se carrer, puis... Mais j'avais quand même raison. Tu sais, je veux dire... Non, mais je veux dire, je suis pas capable de le faire. Je suis pas capable de le faire. Je suis pas encore bon sur scène. Mais mon conseil, il est vrai pareil. T'as raison. Le meilleur coach de football, c'est Bill Belichick. Il peut pas courir. T'as raison. Puis moi, à partir de là, j'ai toujours accepté les conseils des gens en... Je m'en fous t'es qui. Je m'en fous ce que t'as fait dans la vie. Je m'en fous de tes réalisations ou de ta réputation. Si tu me donnes un conseil, mon premier réflexe, c'est de faire comme... J'oublie tes qui, puis je fais comme... Ça me semble-tu un bon conseil? Oui, non, tu sais, ça se peut que non. Mais ça se peut que oui. Puis je trouve que le monde sont très, très à l'écoute de la réputation des autres. Ça se peut qu'un humoriste, ça fait 25 ans qu'il fait ça, puis il donne un conseil, puis c'est un très mauvais conseil parce qu'il est peut-être déconnecté totalement du milieu. Puis ça se peut que Joe Blow, un spectateur, il t'a vu, puis il a dit, moi, telle affaire. Ouais. Il est en plein dessus. Oui, mais on est très... une société omnibulée par la réputation, puis le prestige, puis la crédibilité. Sache que ça, des fois, je sais pas si t'es d'accord avec moi, dès que t'as des clics, dès que tu as vendu un certain nombre de billets, la science infuse. Tout ce que tu dis est brillant. Et non. Exemple, tu peux... J'en ai parlé, c'est drôle, avec Roxane Bruno, la musicienne. Elle dit, je donne jamais mon opinion politique. Parce qu'elle dit, moi, je fais des mélodies et je compte des peines d'amour. Est-ce qu'on devrait être souverainiste ou non? Je l'ignore. Je sais pas. Moi, je compte des peines d'amour sur des mélodies accrocheuses. C'est ça, mon expertise. Je sais pas pourquoi on m'accorde la crédibilité sur autre chose. Puis je trouve ça brillant. Et des fois, il y a des artistes qui n'ont pas cette humilité-là, qui font... Je vends beaucoup de biens en jasant. Ouais. Mes opinions valent la peine d'être entendues. Ouais, mais avec le recul, j'ai abordé des thèmes que je maîtrisais pas à certaines occasions. Tu sais, j'ai certains regrets. Tu restes, ça reste de l'humour, je veux dire. Oui. Quand on me dit tu manques de nuances, je fais j'hurle. J'ai jamais avancé que j'étais nuancé. Et si tu veux quelqu'un de nuancé... Mais moi, oui. Moi, je me suis déjà positionné comme quelqu'un qui réfléchit. Qui réfléchit, puis j'essaie de réfléchir tout, mais je trouve que j'ai eu une période un petit peu trop cocky, un petit peu trop confiante par rapport à mes capacités, puis je suis allé dans l'effet Kroger-Dunning, là, on connaît pas notre seuil d'incompétence, là, où on connaît pas à quel point on est ignorant sur quelque chose. Il y a certaines affaires qu'avec l'âge, je fais comme, je suis sorti un peu de ma talle. Je suis sorti de ce que je connais. Là, fait que j'ai quelques regrets, puis je trouve que ça fait qu'on s'améliore aussi en vieillissant quand tu reconnais tes limites. Puis il y a certaines affaires maintenant qu'avant de tweeter là-dessus, je fais comme je suis pas sûr. Mais t'as dit quelque chose avant que je trouvais qui était intéressant par rapport... Ah oui, c'est ça, je voulais dire... Tu sais, le prestige ou la crédibilité qu'on donne à un grand vendeur de billets ou un grand vendeur de ou un animateur. Ou un animateur connu ou qui anime un show d'1 million de personnes. Il y a un nom à ça s'appelle le biais du survivaliste. Puis on a tendance à analyser le succès pour comprendre le succès. Mais la meilleure façon de comprendre le succès, c'est d'analyser les échecs. C'est pas les gens qui ont réussi qu'il faut regarder. C'est les gens qui ont échoué puis comprendre pourquoi ils ont échoué. Parce que comprendre pourquoi quelqu'un a réussi, il n'a pas fait face à la même adversité que toi, pas au même scénario. Tu ne peux pas recopier. Des fois, un peu de chance. Il y a beaucoup de chance. Le riff de Satisfaction, peut-être que c'est juste un éclair de génie. Mais on gagnerait beaucoup plus à regarder les gens qui échouent puis comprendre pourquoi ils échouent que regarder les gens qui réussissent. Fait qu'on devrait... Les talk shows devaient être remplis de gens qui ont échoué, juste des losers qui viennent parler de leurs expériences, puis on apprendrait beaucoup plus que d'avoir des gagnants. Que j'écouterais ça. Que j'écouterais ça. C'est intéressant. C'est drôle parce que j'ai toujours pensé... Mais toujours. Quand il y a des champions dans le sport, ils vont toujours voir les gagnants. Ouais. Ils ont peu importe les sports, ils ont la même réponse. C'est un sentiment impossible à décrire.
Parce que quand tu gagnes, tu te remets pas en question, tu es juste le meilleur. Ça serait 1000 fois plus intéressant d'aller voir les perdants. Il y aurait beaucoup plus de choses à dire. Il y avait un documentaire que j'ai pas écouté par contre, mais The Loser, je pense, sur Netflix, sur les gens qui ont choqué à un moment très important de leur carrière, puis ça a changé. Brillant comme documentaire. C'est vraiment, vraiment cool. T'sais, c'est rendu aux Olympiques, il était vu comme un favori, mais il a perdu, puis il est disparu. Il y a aussi... Au niveau, ils disparaissent pas, ils ont une autre carrière. C'est vraiment intéressant comme documentaire. Ouais, non, on les tue pas, là. Denis Arcand, quand il a fait son documentaire sur le référendum de 1980, le confort et l'indifférence, à la fin, il y avait, pour le référendum, la journée de référendum, il y avait tellement d'endroits filmés, il a dû aller voir d'autres cinéastes de l'ONF. Et un des grands cinéastes, il a dit, moi, je veux pas aller au Centre Paul Sauvé, je veux aller voir les endroits où on va perdre, puis je vais interviewer les nationalistes après la défaite. Ça va être fascinant. Et c'est un des meilleurs moments du documentaire. Oui, mais je l'ai pas vu, effectivement, mais c'est sûr que il est sur YouTube. Dans l'histoire, c'est bien plus intéressant de voir la déception de tout ça. Fait qu'on aurait il devrait tellement avoir plein de documentaires sur les nazis en ce moment, quand ils ont perdu, qu'on les voit pleurer. Ils ont perdu. Tu déconnes, mais c'est plus intéressant le point de vue des nazis, le point de vue allié. C'est bien plus intéressant en 1945, filmé en Allemagne que filmé à New York quand tout le monde est content. Mais quoi que là, les deux sont intéressants. Les deux. Mais les deux. Oui, il faut les deux. Les deux, il y a beaucoup de sexe, sauf que à New York, c'est voulu, et à 1945, c'est pas voulu. En Allemagne, sexe triste. Il y a eu beaucoup de viols. C'est vrai? Oui, c'est une des raisons pourquoi ils ont laissé passer l'URSS. Ils ont laissé passer l'URSS à Berlin en premier. C'est pour les viols collectifs à Berlin. C'est un gros problème qu'il y a eu. Attends un peu. Je veux dire, quand l'armée de l'URSS a rentré dans Berlin, ils ont violé du monde? Ouais. Ah ouais, mais les viols de guerre, c'est comme... Ça a même été... quand les Alliés ont encerclé Berlin, ils ont envoyé l'URSS parce que c'était le peuple slave, c'est le peuple qui avait le plus souffert. Alors ils se sont dit, allez, vengez-vous. Fait que genre, c'est comme c'est comme un pas un trésor de guerre, mais c'est une paye, on vous rembourse avec nos femmes, genre, c'est comme... On vous rembourse, c'est une manière de se punir. Là, c'est horrible, c'est vraiment horrible. Une des raisons pourquoi faut pas faire la guerre. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Tu sais, la nature humaine, hein? L'espèce de part sombre qu'il y a dans l'humain, là. Tu sais, des gens... En plus, ce qui est horrible là-dedans, c'est qu'on voulait bien faire. C'est une sorte de bonne action. C'est une sorte de... Ça témoigne à quel point, tu sais, je veux dire, il y en a eu des casques bleus, puis des Canadiens aussi, je pense, je sais pas si en Somalie ou d'affaires, il y en a eu des viols de la part de l'armée canadienne, parce que je comprends que c'est une situation traumatisante, puis que c'est tough là-bas aussi, mais tu t'en vas comme le héros, comme le bien, pour libérer des gens, puis tu abuses sexuellement des gens là-bas. Je veux dire, c'est fucked up, là. C'est terrible. C'est fucked up. C'est terrible à tous les niveaux. Tout, c'est horrible. Commencer, deux choses. Commencer, premièrement... Je sais pas par où tu vas t'en aller avec ça, mais je suis content que change. Tu change, parce qu'on va pas commencer à parler. Pose ta question, je vais me chercher un autre café. Let's go! C'est comment, premièrement, faire de l'humour politique et engagé, et deuxièmement, le faire sur Internet où tu es exposé à l'opinion de tout le monde. Mon rêve, c'est de ne plus être sur Internet dans un avenir rapproché. J'aimerais ça plus avoir besoin d'Internet. Okay. Je le fais parce que deux affaires. Je le fais, tu sais, mettons, je suis sur Twitter puis Facebook pour deux choses. Parce que j'ai un désir de communiquer, là, qui est très présent en moi. Là, j'ai besoin souvent de communiquer. Là, c'est une impulsion. Puis j'aimerais trouver une façon plus constructive de le faire. C'est pour ça que je veux me partir un podcast à l'hiver. Ben, je voulais m'en partir un au printemps, mais là, regarde, ça a chié un peu. Mais je voudrais me partir mon espèce de late show sur lequel je pourrais faire un stand-up sur l'actualité chaque semaine dans une salle. Puis ça me permettrait d'évacuer toutes ces opinions-là dans un univers un peu plus contrôlé. Puis je le fais aussi parce qu'il faut rester en vie médiatiquement dans ce milieu-là. Si tu peux pas juste sortir un show aux 2-3 ans puis pas exister, le milieu va t'oublier sinon. Fait que c'est les deux affaires pourquoi je le fais. Mais j'aimerais ça. Mon fantasme, c'est justement si je me fais un podcast que je peux sortir des extraits, découper un peu, puis exister sur les réseaux sociaux, mais sans y être pour de vrai, ça serait mon rêve. Parce que j'haïs ça pour mourir. Pourquoi? J'haïs Twitter, j'haïs Facebook, j'haïs ça comme un junkie qui fait du crack, ses relations amour-haine. Un succès sur Twitter ou sur Facebook, c'est grisant, mais le côté sombre de tout ça, ce qui vient avec... Là, tu répondrais pas? Non, je répondrai pas. Cool. Je sais pas c'est qui. Le côté sombre qui vient avec ça, le backslash de tout ça, le
le côté que ça montre de nous-mêmes aussi, je suis pas fier de toutes les lignes que je fais, là, parce que c'est comme du rodage avec crissement beaucoup plus de conséquences. Tu sais, des fois, là, j'ai un backslash incroyable d'un tweet, là, puis j'ai le goût de faire comme, ouais, mais je le referai pas, ce tweet-là. Tu sais, je l'ai fait là, il y a 1h30, parce que j'écris spontanément ce qui me vient, comme quand on va roder un gag sur scène. Tu sais, quand on va sur scène roder un numéro, puis il y a 3 gags qui font pas rire, c'est fini, tu le fais plus, puis tu passes à autre chose. Mais sur Internet, il n'y a pas le droit à l'oubli, fait qu'il reste encore là, ce mauvais gag-là, tu sais. Puis aussi, tu sais, je suis pas affecté par les chicanes que j'ai eues avec des chroniqueurs ou avec des gens qui récupèrent mes affaires puis qui me bâchent dans le journal après. Je suis pas affecté pour de vrai. C'est juste pas un jeu qui me plaît. Mais tu sais, je suis pas blessé de ça, mais c'est pas un jeu qui me plaît. Puis ce jeu-là, que je trouve très toxique dans le climat social, dans le débat. Je vois encore, là, je ne reviens pas de voir des gens, 52 ans, un chroniqueur d'un journal d'un autre, se chicaner sur Internet, un politicien chicané. Moi, ça fait longtemps que je ne me suis pas chicané sur Internet, ça fait au moins 2 ans, puis j'ai pas l'intention de recommencer un jour, tu sais. Mais c'est le plus laid du débat qui est sur Internet. Fait que moi, j'ai hâte de crisser mon Canada là. Wow. C'est mon ambition. Puis si demain matin, Radio-Can me donnait un genre de late show, tu sais, une espèce de infoman, là. Mettons que j'aurais mon infoman, que je pourrais communiquer mes affaires, je serais satisfait, je déconnecte de Facebook et Twitter le lendemain. Je ne serai plus jamais là-dessus. Wow. C'est curieux parce que tu es énormément là-dessus et tu as du succès. Tu as déjà parlé à quelqu'un accro au crack? C'est la même affaire. Il lui dit... Non, mais ils veulent tout arrêter, là. Un alcoolique veut tout arrêter. Ben moi aussi, je suis alcoolique de Twitter et Facebook, mais je souhaite arrêter un jour. Wow! Mais je l'aime, par contre, j'aime beaucoup ta stratégie d'avoir un podcast, de faire tes propres vidéos, de faire tes propres... Je voudrais avoir une relation 100% unidirectionnelle. C'est-à-dire, je crée du contenu, où ce que je suis, je le mets sur les réseaux sociaux, puis je regarde même pas la réaction. Un peu comme Mike. Si tu écris directement à Mike... Mike, c'est pas lui qui répond. Là. Ouais. À part sur Twitter, mais généralement, j'espère que vous comprenez qu'il met pas 6 vidéos de sous-écoute par semaine lui-même. Là. Non, c'est ça. Il y a un gestionnaire de réseaux sociaux qui s'occupe de ça pour lui. Ça serait mon ambition de... Mais il y a un côté sombre. Ça te prend quelqu'un avec un Yann ou un Babu, mais il y a de quoi... Tu sais, dans le sens qu'il y a des trucs le fun aussi, ces réseaux sociaux. J'ai des beaux échanges avec des gens aussi. Tu sais, j'ai eu... C'est des gens drôles. Il y a du monde le fun aussi, ces réseaux sociaux, mais il y a un 10% de fous qui scrapent toute la chose. C'est qui les plus fous, selon toi? Comme moi, je suis sûr, sur les commentaires YouTube, c'est quelque chose. Ah ouais. Moi, je poste... Ça arrive que je poste la même affaire sur... Tu sais, mettons une courte vidéo, là, j'en avais fait une sur le N-word ou j'en ai fait sur d'autres affaires l'été passé. Je la poste sur Twitter, Facebook, Instagram, puis YouTube. C'est 4 milieux différents. Les gens c'est pas les mêmes personnes. Si tu veux y aller en hiérarchie, les jeunes hommes blancs fâchés sont sur YouTube en ce moment. YouTube, c'est des jeunes hommes fâchés. Un petit peu alt-right, un petit peu, un peu plus à droite, un peu plus... Puis ça, c'est pas le problème, c'est pas d'être à droite, là, mais qui se sentent pas représentés dans les médias, sont fâchés. Les gens fâchés sont... C'était fucked up sur YouTube. C'est les pires commentaires. Instagram, c'est encore du monde heureux. Oui. Le monde est heureux sur Instagram. Étrangement, mon Twitter est rendu pire que mon Facebook, ce qui était l'inverse avant, parce que Twitter, quand tu écris quelque chose, ça sort de ton cercle d'abonnés, parce que c'est montré à plein de gens. Quand c'est retweeté, il y a plein de gens qui t'aiment pas, qui te suivent pas, qui vont être exposés à ton tweet. Sur Facebook, c'est assez... Moi j'ai 70 000 personnes sur mon Facebook, puis quand je fais une joke, c'est mes abonnés qui la voient, puis on est comme une gang ensemble qui s'amusons autour de ça. Twitter, c'est là que ça vire le plus mal en ce moment. C'est là le pire, je trouve, dans mon cas. Je comprends. Et c'est le médium sur lequel je suis le plus présent. Et c'est le médium où on peut faire le moins d'argent. C'est le moins... C'est pas payant. Tu peux pas vendre d'étiquettes sur Twitter. Moi, j'ai embarqué trop tard dans Instagram. J'ai embarqué il y a très pas longtemps, tu sais, fait que j'ai pas beaucoup d'abonnés. Mais je sais qu'au début, là, il y a 2 ans ou 3 ans, là, Instagram, c'était le meilleur vendeur d'étiquettes. Tu sais, quand tu voulais dire à des gens, venez à mes shows, c'est comme... Instagram était comme le Facebook d'il y a 12-13 ans. Quand tu sais, le monde attending, il venait pour de vrai. Ouais. Ou pour trouver des amis pour déménager, il venait pour de vrai. Là, Facebook, il n'y a plus personne qui vient, tu sais. Non, moi c'est celui où c'est le plus facile d'avoir des... si je veux avoir des gens qui se déplacent ou je veux des gens qui s'abonnent à mon Patreon et à mon podcast, c'est par Facebook. C'est parce que
c'est celui qui fédère tout le monde, Facebook. Tout le monde est là-dessus. Tout le monde. De 15 ans à 75 ans. Fait que c'est sûr que c'est encore intéressant à Facebook. Tu gardes Facebook pour garder contact avec ta famille, des gens de ta ville natale ou... Ben, à la limite, la société, tu sais. Les autres ont tous un biais. Twitter, Instagram, c'est toutes des niches ou YouTube, ils ont tous des niches de la société. Twitter, c'est le monde médiatique. C'est ce monde très passionné, junkie d'actualité. Puis toutes les plateformes ont leur particularité. Tandis que Facebook, tout le monde est là-dessus. Tout le monde. Tout le monde. Fait que c'est vrai que c'est encore important d'exister là, tu sais. Comment tu t'es senti quand tu as eu ton diagnostic d'autisme? Soulagé. Moi, j'ai été super content, soulagé. Comment t'es arrivé à cette étape-là? En rodage de mon premier one-man show, j'étais à ZooFest. Puis... ZooFest, ouais. J'étais à ZooFest, je faisais 1 heure, qui était comme presque mon premier one-man show. Là. C'était comme proche, là, début de rodage, j'avais fait une série de 12 spectacles pour solidifier cette heure-là, puis après ça, il me manquait un 15-20 minutes pour partir en tournée, mettons. Puis je sors de scène, j'avais mes diapos, j'avais des statistiques, des graphiques sur la scène, sur mes diapos, puis c'était bien TED Talk, on va se le dire, là, cette première version-là. Puis je sors de scène, puis ma gérante, elle me dit « Tu l'as pas senti que le public te suivait pas en tout? » Puis je dis « Aucune idée de quoi tu parles. » Elle dit « Tu sens, on dirait, elle dit là, ça fait longtemps que je te regarde aller, là. » Ma gérante, ça faisait déjà 5-6 ans qu'on travaillait ensemble. Elle dit « Tu feels pas the room. Tu sais jamais si le monde apprécie ou pas quelque chose. Tu as zéro contact avec le public. On le sent, on se comprend. Le public se sent pas compris, puis ça marche pas ta relation. » Puis là, ça m'a foutu la chienne parce que j'ai comme fait « Shit, c'est vrai. » Puis là, ça commençait à être sérieux. T'sais, avant, c'était moins grave. C'était juste des 5-10 minutes d'un bar. Je pouvais m'en sortir. Mais là, je voulais lancer un show, puis j'y arrivais pas. Ça marchait pas. Fait que dans les jours suivants, ben, ça fait mal, mais c'est surtout une déception de comme... Il y a un investissement qui s'en vient sur ton one-man show. Les choses deviennent sérieuses. J'ai une visibilité. Je commence à avoir une carrière. Puis là, je me rends compte que je suis un cul-de-sac. Je peux pas aller plus loin parce que j'ai des limites. Fait que je suis allé lire, quelques jours après, je suis allé lire sur l'autisme. Puis j'ai fait le lien toi-même? Ouais, je suis allé lire sur l'autisme, puis je fais comme, c'est moi. Check, c'est moi, toute cette affaire-là. Fait que j'ai pris rendez-vous avec un psy. Puis 3 semaines après, j'avais mon diagnostic. OK. Peux-tu, s'il te plaît, je crois pas que tu as un documentaire qu'on peut mettre en ouais, Apprenti autiste sur Télé-Québec. Les gens peuvent aller voir. C'est vraiment comme un cours 101 pour comprendre l'autisme. Ouais. C'est gratuit. Tout le monde a accès. Peux-tu nous expliquer brièvement c'est quoi l'autisme? Non, je peux pas. Peux-tu nous expliquer? Pour 2 raisons. Je peux pas brièvement, puis deuxièmement, je comprends pas tout à fait c'est quoi l'autisme. Fait que... OK. Mettons, c'est quoi la différence entre toi et moi? Ben, toi et moi, pas tant que ça, mais on peut prendre Nicolas Sujet comme exemple. La différence entre toi et moi, c'est moins que tu penses. Je pense pas que je suis autiste. Je crois que... C'est ça. Moi, je sais que je connecte pas et ça me fait rire. Non, mais je pense, si tu veux mon avis sur le spectre de l'autisme, parce que là, c'est rendu, on en parle de plus en plus dans le milieu. Là, j'ai ouvert une boîte. Là, après ça, les gens ont commencé à en parler dans notre milieu, entre autres. Là. Sur le spectre de l'autisme, il y en a plusieurs dans notre milieu, selon moi, qui sont dans le spectre de l'autisme. Maintenant, tout le monde ne le vit pas de la même façon. Tout le monde n'a pas développé les mêmes mécanismes par rapport à ça. Fait que c'est pas aussi apparent ou pas aussi souffrant pour tout le monde. T'sais. Moi, ma douleur est venue du fait que j'ai essayé d'être normal toute ma vie. Jusqu'à l'âge de 34 ans, j'ai essayé d'être normal. T'as le discours d'un homosexuel. Ouais. Qui... J'ai essayé d'être hétéro toute ma vie. Non, marche pas. C'est vraiment souffrant. Oui, c'est vrai, mais c'est intrinsèque. Ouais. Tandis que je rencontre, mettons, je veux pas nommer les autres humoristes parce qu'ils diront eux-mêmes, là, tu sais. Comme les homosexuels. Ouais, c'est ça. Mais j'en rends compte que je comprends, des fois en avoir parlé aussi en privé, je comprends qu'il n'y a pas cette souffrance-là nécessairement parce qu'ils ont développé des fois des personnages de scène ou des modes de vie qui sont plus en accord avec leurs différences. Fait qu'ils sont plus bibites sur scène, ils assument plus ce côté bibite-là, tandis que moi, j'essayais d'être normal. Fait que c'était vraiment difficile, puis c'était pas agréable pour le public non plus. Fait que c'est pour ça que moi, le diagnostic est venu soulager beaucoup cette espèce de tension que j'avais à l'intérieur de moi. Toi, peu importe le fucking diagnostic que tu pourrais avoir, je pense que ça changerait pas tant ta vie parce que tu assumes tes pulsions, tu assumes ce que t'es, tu sais.
Mais il y aurait des chances que tu sois sur le spectre. Après ça, dans quel degré, faudrait voir, là, tu sais, puis c'est pas grave, là, de m'amener, tu sais, quelqu'un qui est heureux puis qui n'a pas cette quête-là de se comprendre, tu sais, c'est correct, là. T'sais. Moi, je vois des gens que... Moi, j'ai un bon radar maintenant à autisme. Je vois des messieurs de 62 ans qui, selon moi, j'aime que le parallèle avec l'homosexualité, c'est tout le long. T'as le radar, t'essayes de... Toi aussi, là, t'es autiste, let's go, viens au club. Ça fait mal au cul. Non. Okay. Tu peux être un top ou un bottom autiste. Ou versatile, tu peux plein de manières. Quand tu mets deux autistes ensemble, il y en a un qui va devenir bottom. Ou on peut juste en faire d'entreprise. Mais la différence fondamentale, là, ça semblerait, là, tu sais, je suis pas expert là-dedans parce que je suis pas passionné par l'autisme, pour être honnête. Là. Mais t'as fait un documentaire là-dessus, il faut quand même que... Oui, parce que c'était comme pour faire œuvre utile, puis je trouvais ça intéressant, tu sais, mais c'est pas ma passion. Tu sais, j'écoute pas de vidéos, j'écoute pas d'émissions qui parlent de ça. Quand j'espère que non. Là. Non, mais quand on me dit, hey, telle émission, c'est vraiment bon, puis le personnage, il est peut-être autiste, je l'écoute pas. Ça m'intéresse pas, cette instrumentalisation de l'autisme-là, ou de la glorification de ça, même que ça me gosse, tu sais. Mais c'est sûr que, psychiatriquement parlant, là, le cerveau serait guiré un peu différent. Juste quelques petits guirs différents qui feraient que ce soit comme la communication non verbale, l'empathie, la façon de voir les choses, tu sais, est juste un petit peu décalée de la norme sociale, puis ça fait que c'est plus difficile. Mais c'est pas une maladie, c'est pas grave d'être comme ça. C'est juste que la société est toujours faite pour une normalité de gens qui pensent... La majorité. Pour la majorité, qui pensent un peu tout pareil, puis qui voient les choses un peu toutes pareilles. Fait que c'est plus dur quand t'es juste un petit peu à côté. Cela dit, il y a des gens qui sont un petit peu à côté dans l'autisme, puis comme je dis, il y a le spectre, puis il y a du monde qui sont très, très à côté, tu sais. Fait que... S'il y a des gens qui nous écoutent et qui... comment tu décris ça, ça leur correspond, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Mis à part t'écrire. Il y a encore du monde qui m'écrivent beaucoup. Moi, je reçois des messages à chaque semaine encore, tu sais. Ça fait 3-4 ans. 4 ans que j'ai fait mon coming out, tu sais. Bien sûr! Mais du monde chaque semaine qui m'écrivent. Moi, je pense que si t'es à l'aise, si t'es heureux et t'es à l'aise en ce moment, tu peux faire les démarches pour aller obtenir un diagnostic si t'apprécierais ce coffre à outils-là, puis si pour toi, ça serait le fun, tu sais. Je fais ça où? OK. Ben là, tu peux parler à ton médecin de famille, tu peux aller dans un CLSC pour parler à des psys. Tu sais, il y a le public qui va avoir une liste d'attente un peu plus longue, par contre, si t'es pas pressé. Puis il y a le privé dans lequel tu peux payer pour avoir un service un peu plus rapide, beaucoup plus rapide de diagnostic. Ça va coûter à peu près 1 200 1 500 $, entre 1 200 et 1 500 $. Puis il y a des cliniques un peu partout dans le Québec pour ça. Mais si, par contre, tu sais... Moi, je conseille aux gens, plus tu t'en sais sur toi, mieux c'est, tu sais. Puis le diagnostic, c'est un coffre à outils pour se comprendre, même si t'as pas trop de struggle dans la vie puis que ça va plutôt bien. À la limite, des fois, parce qu'il y a plus de garçons que de filles diagnostiqués, même s'il y a des filles aussi autistes, là, des fois, le diagnostic peut être un bon... tu le donneras à ta conjointe, tu sais. Elle va être contente de l'avoir. C'est plus souvent ça qui va arriver, tu sais. Elle va faire comme, OK, je te comprends mieux comme ça, tu sais. Est-ce que ça... Je rends pas ta relation amoureuse si tu veux pas, mais ça t'a aidé ta relation amoureuse? Oui. Oui. OK. Ben oui, parce que ma blonde essayait de me changer avant, puis là, elle a abandonné. ça, c'est vraiment... ça a beaucoup aidé. Elle a complètement abandonné à l'idée que j'allais changer. Non, c'est pas vrai. Deux choses qu'elle me dit quand j'ai eu mon diagnostic... Non, la chose la plus importante qu'elle me dit quand j'ai eu mon diagnostic, c'est... Elle me dit, là, tu vas pas t'en servir comme excuse pour arrêter de faire des efforts, tu sais. C'était très important pour elle que je continue de faire des efforts de sociabilisation, de normalité, de parler à ses parents, d'arrêter d'aller dans le sous-sol écouter la télé pendant que tout le monde soupe en haut, tu sais, des affaires de même. Fait que oui, il faut que je continue à faire des efforts. Mais ça lui a permis aussi d'accepter que c'était pas de la mauvaise foi de ma part ou de la paresse qui faisait que j'étais weird. Je comprends. Fait que ça a beaucoup aidé. Est-ce que toi, ça t'aide un peu? Est-ce que tu te dis, mettons, je dois faire des fois, juste dire, faut que je fasse un effort. Des fois, dire, c'est normal que je me chante comme ça, faut que je fasse un effort. Un peu comme quand on va au gym. C'est normal que la charge soit lourde. Je dois la soulever. Ouais. Ou... Oh, oui, tout à fait. Je veux dire, pour moi, beaucoup de choses sont épuisantes, tu sais. Aller dans ma belle famille, aller dans ma famille, être 6 personnes, les groupes, être dans des endroits que je connais pas, rencontrer des gens que je connais pas, t'as raison, là, que c'est vraiment...
le minding, c'est se mettre dans un minding de je vais suer, mais c'est bon pour la forme physique. Tu sais, comme aller au gym, ben je le fais comme ça maintenant. C'est une bonne façon de faire comme OK, fais des efforts, mais je suis épuisé, là, tu sais. J'ai pas un gros stamina. Moi, après une demi-heure, 1 heure de ça, je suis épuisé, tu sais. Mais par contre, le diagnostic a changé qu'avant, j'essayais d'être 100% normal dans ces circonstances-là. Et là, j'étais rapidement épuisé. Puis là, maintenant, autant les gens autour de moi que moi acceptent une part de différence. Tu sais, ils acceptent une part de... tu sais, quand je vais chez mes beaux-parents, c'est rendu correct que je m'assoie dans le coin. OK. Tu sais, tout le monde est autour de la table en train de souper, puis moi, je m'assois à 6 pieds. Mais c'est rendu accepté. Mais c'est ma façon de pouvoir être présent toute la soirée maintenant. Tandis qu'avant, c'était jugé, awkward, puis il fallait que je m'assoie à table, puis c'était très difficile. Tandis que là, j'ai le droit d'avoir mon espace, tu sais. Fait que c'est le genre de compromis qui aide beaucoup ma vie, t'sais. Je me souviens plus c'est quel humoriste, mais l'humoriste m'avait dit dans une loge, qu'est-ce qu'il fait avec son iPad? C'est quoi, il veut pas nous parler? Puis j'ai répondu, non! C'est pour ça qu'il a un iPad. C'est pas bizarre. Il veut pas... Non! Ouais. Puis s'il sait de quoi nous dire, ben il lève ses yeux de son iPad. C'est parfait. Moi, c'est drôle parce que... Avec le recul, mon iPad a été une grosse béquille longtemps dans ma vie, là, tu sais. Je le traînais toujours partout, justement pour... C'était comme une barrière entre moi et les gens, puis ça me permettait de pouvoir... Moi, j'ai toujours trouvé ça clair. Quand il a ses yeux sur son iPad, j'y parle pas. Quand il lève ses yeux, ça l'intéresse. Pour moi, c'était clair. Et par rapport à toi, je me suis toujours dit, si moi, je suis un peu comme le film Unbreakable, c'est un gars qui dit, si moi, je brise... Il y a un film d'un réalisateur qui s'est dit, si il y a un personnage, si je brise tout le temps, il doit y avoir un gars... à l'inverse, qui ne doit jamais briser. Moi, je me suis dit, si je suis extrêmement extraverti, ben l'inverse se peut. Alors, quand je t'ai rencontré, j'ai fait, OK, ça, c'est l'anti-moi. Si on était des super-héros. Qui est le vilain puis le mal? Je suis le vilain. T'es le vilain? Ça, c'est sûr. C'est sûr. Ben oui, je suis le vilain. J'ai bien plus de liberté, je peux casser les affaires, puis crier, oui, je suis le vilain, ça, c'est sûr. Ouais. Oui, c'est toujours des soirées beaucoup plus mais ça n'a pas toujours été aussi... tu sais, c'était pas toujours bien accepté non plus, ton extravagance puis ton extravertisme. Ben non, mais maintenant, ce qui est cool... C'est de l'exhibitionnisme d'extravertisme, ton affaire, là. Ce qui est cool de ne pas être accepté par tout le monde, c'est ceux qui t'acceptent, leur amour est puissant et fort. Mes bons amis, mes belles relations, là, c'est sûr que quand tu as une carapace qui est dure à percer, ça fait des relations très durables avec les gens, mais ça le dit, il ne faut pas non plus glorifier le fait d'être des fois désagréable. Il faut continuer à faire des efforts. Moi, là... tu t'envoies des troubles de personnalité sur les réseaux sociaux ou dans le milieu humoristique. Ou dans le milieu humoristique. Mais tu sais, du monde, moi, j'ai pas de filtre, je dis ce que je pense. Non, mais t'es désagréable. C'est pas une excuse. Tu sais, t'es pas obligé de dire tout ce que tu penses, là. Non, t'es pas obligé. Non. Et puis aussi, généralement, ils ont pas de filtre. C'est toujours les insultes, hein. Ils disent jamais quand ils t'aiment. Moi, j'ai pas de filtre. Il dit jamais, juste les choses qui t'agacent. Pas de filtre négatif, mais tu sais, je veux dire, il y a des normes qui sont aussi correctes dans une société. Là, pour qu'il y ait une cohésion sociale, des fois, il faut se fermer à la gueule. C'est pas juste... Moi, je me censure pas. Ouais, ben, va pas te censurer tout seul dans ton sol, parce que c'est vraiment... Tu sais, c'est désagréable. Là. Mais il y a beaucoup de gens qui glorifient ça comme si c'était... de l'authenticité. Ou, faut pas oublier, c'est cool au cinéma. Comme Larry David, c'est un personnage, il est pas vraiment de même. Ça se peut pas. Mais dans le talk show, il dit, c'est un talk show pareil, il va pas... Ben, en fait, tu peux décider d'être un personnage dans ta vie, mais faut que tu acceptes de payer le prix de ça aussi. Larry David, il répond souvent que son show, c'est fantasme. C'est ça. C'est toutes des choses que t'as pas vraiment vécu. C'est juste vécu le début, j'étais gentil. Je l'ai noté dans un cahier, puis un an et demi plus tard, c'était à la télévision. Oui, parce que quand tu écoutes ça, t'as le goût d'être cette personne-là. Ça a l'air merveilleux, parce qu'en plus, il est aimé par les gens autour, puis ça finit bien malgré ça. Mais dans la vraie vie, c'est pas de même ça va se passer. T'sais. Non, ben quoi que lui, il est pas milliardaire, il est millionnaire 100 fois. Avec ce compte en banque-là, il peut se permettre des choses. Oui, je sais. La seule chose qui marche pas dans pu être comme ça dès le début. La seule chose qui marche... Il soit gentil de temps en temps. En fait, non, si on écoute... lui, qu'est-ce qu'il fait? Il était réputé sur scène pour crier après le monde. Quand il riait pas, il les insultait. Ouais, mais il a pas eu une grosse carrière stand-up, là. Zéro. C'est ça. 0. C'est pour ça que Jerry Seinfeld... Il s'est trouvé quelqu'un de sympathique, puis il l'a mis à la TV. Bien sûr. C'est vraiment... C'est exactement ça qui s'est passé. Et Jerry Seinfeld, quand il l'a amené comme auteur, il y a bien des gens qui disaient, oui, mais en stand-up,
Il crie après le monde. Puis il dit, bah, s'il n'y a pas de public, c'est pas du stand-up, c'est différent. Et c'était pas différent. Puis ça l'a aidé parce qu'il criait après les exécutifs d'NBC. Il avait peur de lui. Fait qu'il pouvait un peu faire ce qu'il voulait parce qu'il avait peur des crises. Mais tu sais, des fois, tu parles à des personnes comme ça, puis encore là, on est dans le biais du survivant. Là. Il a réussi en faisant ça. Mais si tu y parlais one-on-one, probablement qu'il dirait quand même. Tu sais, il y a des fois, je regrette certaines affaires. C'était pas parfait. Là. Il y a peut-être des fois où il était tout seul chez eux, puis il s'en voulait parce qu'il savait que ben du monde l'haïssait, puis il se sentait pas bien. Tu sais, c'est pas par. C'est vrai qu'on regarde des séries télé des fois, puis on a le goût d'être cette personne-là. Moi, j'écoutais House, puis j'avais le goût d'être House, là, c'est merveilleux, mais non, c'est un trou de cul, House. Mais c'est pas... T'aimais ça être accro à des pilules, puis... Ouais, ça finit mal. J'ai même pas écouté le dernier épisode parce que je l'aimais trop. J'ai jamais écouté le dernier épisode de la série. Je veux pas savoir comment ça finit. Comme ça, c'est jamais fini pour moi. C'est jamais fini. C'est jamais fini. House, pour moi, ça a jamais terminé. C'est drôle parce que les Sopranos ont fini ça de même. En disant, gars, on sait où ça s'en va, mais on vous le montrera pas comme ça pour faire croire que... Ben, il est mort pareil plus tard. On sait pas? Non, mais l'acteur. Ah! L'acteur est mort. Effectivement. Ouais. James Gandolfini est décédé. C'est juste. Mais Tony Soprano est éternel. Il est jamais mort. Son personnage est jamais mort. Tu as un tatou. J'en ai 2. OK. Quels sont tes tatous? C'est pas des regrets, mais si c'était à refaire, je les aurais pas. OK. Si c'était à refaire, je les aurais pas parce que je trouve ça plus beau un corps sans tatouage. Puis je suis content parce que j'étais supposé me faire beaucoup plus de tatouages à cette époque-là dans ma vie. J'avais plein d'idées puis tout. Mais qu'est-ce que ça fait mal? Mais c'est des périodes de ma vie. Ça représente des périodes de ma vie. Là. Je suis vraiment le gars là, cliché qui dit ça représente une période de ma vie que j'assume. Mais c'est toujours ça. Je veux dire, mais tout le monde n'écrit pas le nom de la période de sa vie aussi clairement que moi. Okay, ils sont un peu ridicules, mes tatouages. C'est quoi, s'il te plaît, c'est quoi tes tatouages? Non, j'en parle pas. OK, cool. Ouais, pour de vrai, ça... c'est même plus une question de tabou, c'est juste une question de... Ça te tente pas. Ouais. Des fois, des choses ne me tentent pas. Ouais. Est-ce que... C'est comment... T'es humoriste. T'es super drôle. Ça a l'air. Pas tout le monde est d'accord avec ça, mais... OK, c'est génial que t'ailles là. C'est quoi la ligne entre... Bien sûr que tu niaises, mais des fois, il y a des chroniqueurs ou il y a des gens qui vont dire, mais là, il y a une blague, t'es souverainiste, l'autre, t'es fédéraliste. C'est comment tu joues avec faire de l'humour quand tu discutes de choses aussi sérieuses et intrinsèques que la politique? Ben, c'est parce qu'il y a des valeurs qui existent au-dessus de ça. Il y a des valeurs parapluies qui sont plus grandes que... tu sais, mettons, si je fais une joke, parce que moi, je suis souverainiste, mais souverainiste mou là, dans la vie, je suis pas un grand militant souverainiste, là, le monde le réalise rapidement, tu sais. Mais si je critique Justin Trudeau, si je critique Paul Saint-Pierre Plamondon, tu sais, au-delà de ça, c'est parce que je suis pas un militant pour aucune de ces deux causes-là. Je critique quelque chose, je critique un discours-là. Fait que faut regarder la valeur au-dessus de l'actualité quotidienne. Fait que moi, je pense qu'il y a une ligne directrice dans tout ça. Mais je pense que, tu sais, là, je vais répondre un peu par la bande, mais dans les regrets que j'ai, c'est 2 choses que j'ai de regrets de réseaux sociaux, c'est quand l'humour devient personnalisé, quand un moment donné, c'est comme c'est cette personne-là qui me gossait, puis je me suis plus attaqué à la personne qu'à l'idée. Ça, je le regrette. Je trouve pas que c'est une bonne façon de faire. Puis quand j'ai oublié mon métier d'humoriste des fois, quand l'éditorial est rendu plus important que l'humour là-dedans, c'est oublier ce que tu fais. Tu sais. En fait, tu as le droit, un humoriste a le droit de juste dire une opinion sur les réseaux sociaux, mais je pense pas que c'est gagnant à moyen et à long terme de faire ça. T'es mieux de pas oublier que ton apport dans la société, c'est d'amener une twist drôle là-dedans. Fait que ça, je l'ai oublié pendant un certain temps, ces réseaux sociaux, puis j'essaie de corriger ça en ce moment. Puis je pense que ça va prendre un certain temps avant que j'arrive à corriger ça dans l'esprit de bien des gens qui m'ont catégorisé comme éditorialiste, anti-PQ, pro-multiculturaliste. Ils m'ont catégorisé dans une case qui va être assez difficile à me sortir de là, mais je vais y arriver avec le temps. Comment on se sent quand... Parce que ça prend beaucoup d'exhibitionnisme, montrer ses idées. Moi, je suis extrêmement exhibitionniste de ta vie personnelle ou de tes opinions aussi. Ouais. Voilà, mais ma vie personnelle, on la connaît pas tant que ça, je pense. De certains aspects, t'en as parlé plus que d'autres, mettons. Mais moi, je pense ce que je montre, c'est mes
mes déraillements mentaux. Ouais. Ma vie personnelle, on sait pas trop où j'habite, qu'est-ce que je fais, à quoi ressemble mon quotidien. Ouais, mais je veux dire, t'as pas de... parler de sexe ou parler de masturbation, des choses qui sont assez personnelles. Ton côté awkward, très Louis C.K.-esque, là. Tu sais, montrer le côté laid de certaines choses, mais que tu le joues avec. Là, on comprend que tu maîtrises ton médium aussi. Tu n'es pas juste en train de... Tu dois le jouer un peu aussi, ça. Là. J'essaye. Moi, j'essaye. C'est comme ça que je l'extériorise. Mais c'est comment mettre ses idées sur la place publique? Si tu es peurant, des fois, si tu mets ton... Jamais! OK. Non, mais je veux dire, t'exerces pas ce métier-là si t'es pas un peu nono, là, dans le sens que je veux dire... tu sais, je veux dire... Je mets des affaires, mais je m'auto-censure plus maintenant, entre autres à cause des expériences passées où, tu sais, il y a certains sujets que je sais que j'ai pas envie d'avoir. Tu sais, comme je dis, je demeure un souverainiste mou, mais je suis critique de ce mouvement-là des fois, puis des dérapages, puis mettons la loi 21 avec laquelle j'ai certains désaccords, tu sais. Puis à un moment donné, tu fais comme, tu sais, j'ai-tu le goût de passer 2 jours de marde, puis 3 chroniqueurs qui parlent de moi en radio? Pas aujourd'hui, je passe mon tour. Fait que je m'auto-censure sur certaines affaires. Mais il y a bien des affaires que tu sais, je fais comme, je dis de quoi, je sais que ça va polariser un peu, puis il va y avoir quelques madames, quelques monsieur fâchés, mais ça, c'est la game. Tu sais, je fais comme, parce que quand tu réalises là, que il y a des gens fâchés pour tout, tu sais, tu dis les opinions politiques. J'ai fait une joke sur les gyms il y a 2 semaines. J'ai reçu des menaces de mort. Moi aussi! Ouais. Moi aussi! Moi, j'ai eu des menaces de mort et des gens qui m'expliquaient comment ils s'entraînent. Ouais, puis j'ai reçu des gens comment... ça. Mais tu sais, j'ai reçu des menaces de mort, des gens vraiment fâchés pour une joke sur les gyms, là. Fait que tu sais, quand tu dis c'est quoi s'exprimer politiquement, peu importe le sujet, il y a du monde fâché. La différence fondamentale entre toi et moi, je sais pas ta joke, moi j'ai dit qu'il était du fou. Ah ouais! Moi, c'était même pas insultant, sauf que j'ai réalisé que c'était devenu identitaire. Le gym est devenu identitaire dans un monde très polarisé, très anxiogène avec le confinement. Mais tu sais, du monde qui m'écrivent en privé, moi, là, si c'était pas du gym que j'ai découvert, mettons, à 25 ans ou de l'entraînement, je me serais probablement suicidé, tu sais. Puis là, je fais comme, tu sais, c'est touchant. Je fais comme, wow! C'est zéro touchant. C'est zéro touchant. Non, mais ce que je veux dire, c'est... Non, c'est zéro touchant. Moi, je trouve ça important. Ils sont virés fous un peu dans le sens que c'est venu chercher une corde sensible. Fait que c'est pas réglé ton affaire. Mais ce que je veux dire, c'est que peu importe le sujet que tu parles, là, tu comprends? Si tu fais une joke sur aller promener son petit chien puis y mettre un manteau, c'est un peu ridicule, il y a quelqu'un que... sans son petit chien, il se suiciderait. Il y a ça quelque part, tu sais, que c'est leur bouée de sauvetage. Fait que je sais pas comment dire que... Et moi, j'adore rire des bouées de sauvetage. Ben, moi, c'est pas un objectif. Puis c'était pas ça mon objectif. C'était pas mon intention, mais moi, je m'excuse. Tu sais, il y a du monde qui disent... tu t'excuses quand quelqu'un est choqué tout le temps. OK? Tout le temps. Parce que c'est pas ça mon objectif. Ton objectif, c'est faire rire, c'est pas choquer le monde, t'as raison. Ou d'exprimer mon opinion. Puis moi, c'est choquer le monde. Ben oui, ça peut être ça, mais ou d'exprimer mon opinion qui peut être choquante, ou d'exprimer une réflexion, ou d'entamer une réflexion chez les gens. Mais mon but n'est pas de te pointer comme personne et te dire t'es con, tu sais. C'est pas ça, tu sais. Fait que si quelqu'un s'est senti blessé, je fais désolé, c'était pas mon intention. T'es pas un prêtre, je comprends. Ouais. La différence entre toi et un prêtre. Si quelqu'un pouvait voir mes messages privés sur Facebook, c'est que des excuses. C'est que moi qui s'excuse. Ah, mais désolé. C'est beau. Mais c'est beau. Désolé. Ouais, t'es pas de la lignée, c'est une blague, prends-les. Non. Je comprends. Ben non, mais j'essaie de comprendre tout le temps, mettons, pourquoi c'est venu vous chercher. C'est un peu exagéré, votre réaction. Tu sais, je vais dire quelque chose, mais ben là, j'ai fait telle affaire. Ah, je comprends. On a tous certaines sensibilités, puis chacun, tu sais, j'explique. Chacune des gags que je fais, vous seriez surpris, il y a toujours quelqu'un de fâché, mais sachez que mon intention n'était pas de vous insulter. C'est juste ça, puis après ça, habituellement, ils font comme, ah, cool, tu sais. Crois-tu qu'aujourd'hui, en 2020, en 2021, au 21e siècle, on est moins libre de s'exprimer qu'avant? Tout le discours dont on ne peut plus rien dire, qu'est-ce que tu penses de ça? Je suis plus nuancé que j'étais il y a 2-3 ans là-dessus. Je rejetais du revers de la main, il y a 2-3 ans, l'espèce de « on peut plus rien dire » en disant « ben là, vous exagérez, c'est pas vrai, il n'y a pas plus de censure ». J'ai certaines nuances aujourd'hui par rapport à ça, c'est-à-dire que on vit très certainement... En fait, bon, les réseaux sociaux ont libéré la parole des gens, les gens peuvent répondre à nos commentaires, peuvent répondre aux gens qui ont des grandes tribunes, puis ça, c'est correct, c'est simple, il faut dealer avec ça. Moi, le monde qui vont se plaindre, je fais une joke, il y a des gens fâchés, ça m'atteint pas. Je veux dire, ça, c'est des bébés lala. Les humoristes sont bien bébés lala. Ça a oublié tes notifications, tu n'es pas obligé de les lire. Exactement. Puis on a vécu dans une relation très unidirectionnelle pendant longtemps. Effectivement, tu peux faire des jokes à la radio
dire le mot fif, puis il n'y avait aucune réaction parce que les fifs n'avaient pas de moyen de te répondre. Tu le savais pas, tu sais. Puis il y a du monde qui s'ennuie de cette époque-là, que je trouve qui est un peu poche. Maintenant, est-ce que malgré ça, il y a des gens qui instrumentalisent l'indignation, qui vont trop loin, quand on parle de la professeure, tu sais, mettons la professeure à l'Université d'Ottawa qui avait utilisé le N-word, le débat est super fascinant, super intéressant de parler de ça, mais il y a quand même une étudiante qui a posté son adresse, son numéro de téléphone, qui l'a doxé sur les réseaux sociaux. C'est fucking dangereux et illégal, ça. Puis on devrait être capable de pouvoir reconnaître que ces deux phénomènes-là existent. C'est-à-dire, c'est correct que la parole se libère, que les critiques, que soient mis face à face à nos critiques. Donc, on peut dire les mêmes choses qu'avant, mais il y a des critiques. Ça, c'est correct. Maintenant, il y a quand même des gens fous là-dedans qui posent des gestes, qui amplifient ça. Que c'est un pouvoir. Ouais, puis qui voient ça comme étant une prise de pouvoir. Ouais, puis ça aussi, il faut faire attention. Fait qu'il ne faut pas aller trop loin de ce côté-là non plus. Donc, on vit une époque où les gens sont tendus, particulièrement avec le confinement. Les gens sont stressés, sont anxieux, sont fâchés. Il y a des tiraillements dans la société. C'est sûr que c'est pas une époque où le débat respectueux est facile à faire, mais on va trouver un équilibre là-dedans. Mais il faut faire attention, pas aller de... on peut tout dire, puis on se fout de ce que les minorités pensent, à les minorités ont tout le pouvoir, puis on peut, puis dès qu'il y a une minorité qui est un peu fâchée, on arrête tout. On arrête tout. Fait qu'il va falloir trouver un équilibre là-dedans. Fait que c'est plus ma position en ce moment. Mais, somme toute, je pense qu'on vit quand même une belle époque. Je veux dire, c'est pas si... C'est plus le fun que le 18e siècle, mettons. Ouais, puis on a plus de responsabilités par rapport à nos propos, mais ce que je veux dire, c'est que dans 95% des cas où quelqu'un se plaint des réactions de ses propos, 24 heures pas sur Facebook, ça serait suffisant comme guérison. T'sais, dans le sens que va pas sur Facebook 24 heures, tu reviendras, puis ta vie va être redevenue normale. T'as raison. Fait que c'est ça dans 95% des cas. Et il y a 5% de menaces de mort, tout, puis ça, c'est inacceptable, puis il faut dealer avec ça. Tu es quelqu'un de très stratégique et très intelligent. Très... moins intelligent que je pensais. Je pensais être plus intelligent que ça avant. Mais déjà, c'est une forme d'intelligence, ça. Ouais. Et je pense que dans le milieu, ça se sait, mais les gens à l'extérieur du milieu, je pense qu'ils ne savent pas, mais tu comprends bien le milieu de l'humour, puis tu comprends bien. Du jour au lendemain, tu peux devenir un agent, puis tu seras Je pense que je serais capable de prendre quelqu'un avec un talent moyen, puis en faire une vedette. Je t'en doute pas. Génial. Tu dis quoi? Un jeune artiste de 22 ans en humour, il part. C'est quoi les conseils que tu donnes pour qui œuvre dans ce milieu, qui veut réaliser ses rêves dans ce milieu-là, ses rêves artistiques et ses rêves, disons-là. Bon, mais quand on prend quelqu'un de talentueux, qui a du talent, tu sais. Ouais. Ça va être général parce que genre j'ai pas passé de temps à réfléchir là, pour mon cours, mon TED Talk là-dessus pour réussir sa carrière, mais tu sais, trouve-toi une niche couleur que tu respectes, que tu apprécies. Trouve ta place dans le milieu ou dans l'espace médiatique. Ça va être quoi, toi, ta place? Qu'est-ce que tu vas apporter? Puis, stick with the plan. Fais-le bien, travaille bien. Sois pas paresseux, puis, tu sais, vise le moyen terme. Si tu deviens bon dans ce que tu fais, puis en fait, non. Deviens bon dans ce que tu fais, ça veut pas dire que ça va marcher, mais c'est la seule façon que ça marche. On ne peut pas promettre du succès, mais la seule façon que ça marche, c'est que tu deviennes bon et que tu perfectionnes ce que tu veux faire. Fait que n'aie pas peur d'investir en termes de temps, que ce soit un podcast ou un style d'humour ou un talk. Peu importe ce que tu veux faire ton projet, fais-le du sketch, mettons. Si tu veux faire du sketch, même si tu n'as pas l'impression que la mode est au sketch en ce moment, si tu le fais bien, tu vas trouver une niche. Peut-être que ça va te dériver un peu, mais tu vas faire quelque chose. Mais le meilleur conseil que je pourrais dire, puis je pense que c'est Bellefeuille qui me l'avait dit, puis il avait raison, peu importe ce que tu vas faire, fais-le bien. Parce que faire quelque chose à moitié, ça va beaucoup plus nuire et ralentir ta carrière que faire de quoi qui n'est pas nécessairement la bonne chose à faire, mais bien la faire. Fait que chaque chose que tu fais, fais-le bien. C'est le meilleur conseil. Bellefeuille me disait comment les gens qui acceptent des gigs qui n'ont pas tant le goût d'aller, ils vont aller faire une entrevue d'un talk show moyenne. Ils vont faire un épisode de quelque chose moyen parce qu'ils n'ont pas tant le goût de faire. Ça tue des carrières. Fais bien les choses. Fais les choses que tu as envie de faire. Si tu n'as pas envie de le faire puis tu acceptes, fais-le bien pareil. Fais bien les choses. Moi, je trouve que je ne l'ai pas fait puis ça me nuit beaucoup. C'est par expérience, là, je regrette d'avoir accepté des gigs que j'avais semi le goût de faire puis je l'ai semi bien fait. Puis ça fait que les 1000 personnes qui te voient ce moment-là, t'es semi-bon.
Ah, je comprends. Fait qu'il faut que le moins de gens possible te voient ordinaire et le plus de gens possible te voient bon. C'est ça. Brillant! Tu vois? Ouais, mais c'est Bellefeuille qui me... C'est pas moi. C'est pas grave, ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Pareil, peu importe l'origine du conseil, c'est génial pareil. Louis, merci énormément d'être toi. Merci d'être drôle. Et merci d'être venu. C'est très gentil. Ça fait plaisir. Je suis content, même si... Sais-tu pourquoi je fais pas beaucoup de podcasts? Je vais te le dire, mais franchement, là, parce que, tu sais, on a reporté ça quelques fois. C'est que... moi, je t'ai manipulé pour que tu sois ici. Ouais. Mais j'aime ça rien faire. J'aime ça rien faire. Non, mais moi, ce que j'aime le plus, c'est rien faire. J'aime ça avoir rien dans mon agenda. Moi, une semaine qui commence bien, c'est une semaine avec rien dans mon agenda. Puis comme ça, chaque jour, tu fais ce que tu as envie de faire. Tu sais, tu te crées ton agenda. Puis là, j'avais ça aujourd'hui. Puis quand j'ai accepté il y a 2 semaines, j'avais rien dans ma semaine. Puis je fais comme, OK, je vais l'essayer, le podcast à Tom. J'espère qu'il va y avoir rien d'autre. Puis j'espère que la journée où je vais y aller, ça va pas me faire chier d'y aller. Puis ça m'a un petit peu fait chier de venir. Parce que finalement, il y a un rendez-vous qui s'est ajouté ce matin à 9h. Il fallait que je sois quelque part. Puis là, j'avais ça ici, puis j'ai un corpo à préparer. Fait que ça donnait mal, mais ça s'est bien passé, puis c'était le fun. Mais sache que je n'étais pas content de venir ici. J'adore. C'est la meilleure fin. C'est la meilleure fin de tous les temps. Finalement, c'est cool. Merci, Tom. Mais plaisir.